Paris, 17 juin 2006. Un homme est assis seul dans un café près de Saint-Germain-des-Prés. Depuis 8 ans, il ne s'est jamais vraiment détendu. Aujourd'hui, enfin, il se l'autorise. Son téléphone vibre contre la soucoupe. Un message d'un frère. Un homme qui porterait son cercueil. Frère, cache-toi. Il y a un espion parmi nous. Un lien suit. Un article du magazine Time. Un nouveau livre écrit par un journaliste américain. Il l'ouvre paragraphe après paragraphe. L'article décrit une attaque déjouée contre le métro de New York. Un dispositif au cyanure d'hydrogène de la taille d'un pot de peinture. Un compte à rebours de 45 jours. Une cellule précise. Des noms précis. Et l'espion qui a révélé l'opération est identifié par son nom de naissance. Chaque détail est exact. Il est en train de lire sa propre nécrologie en temps réel. Un second message arrive. Son agent du Mi-6. Une seule ligne. 5 heures. Eurostar Londres. Nous ne savons pas encore pour quel camp il travaille. Nous savons seulement ceci, dans des plans répartis sur 3 continents. Des hommes qui le décapiteraient devant une caméra lisent le même article au même moment. Ils saisissent déjà leur téléphone. Il lui reste 290 minutes pour disparaître à jamais. Pourquoi fuit-il les hommes qu'il avait juré de protéger? Et quel prix ont coûté de 1920 jours passés à l'intérieur? Khobar, Arabie Saoudite, 1991. Un garçon se tient devant la tombe de sa mère. Il s'appelle Ali Alderani. Il a 13 ans. Il a déjà mémorisé l'intégralité du Coran. Dans sa communauté, cela fait de lui un hafiz, un gardien du texte. Il le porte en lui comme un second battement de cœur. Sa mère meurt d'un cancer. 4 mois entre le diagnostic et la tombe. Un garçon sans mère ne sait pas quoi faire des heures vides. Ali les remplit par la lecture. Il découvre Seyyid Qutb dans la bibliothèque de la mosquée. Qutb est le philosophe patron du djihad moderne. Pendu au Caire en 1966 pour ses écrits. Le livre s'appelle Milestone. Le deuil le lit comme un évangile. À 15 ans, Ali sait déjà ce qu'il est, un défenseur. Un homme à qui l'on doit une guerre. La guerre le trouve en 1994. Il a 16 ans. La Bosnie saigne. Les forces serbes massacrent des civils musulmans par milliers. Pour un adolescent élevé par Qutb et le deuil, ce n'est pas une nouvelle étrangère, c'est une convocation. Il s'envole vers Sarajevo avec un ami de son cercle d'études de Khobar. Un garçon discret nommé Khaled Aliyaj. Ils ne sont pas soldats, ils sont des croyants avec des fusils. Il combat, il survit. Et fin 1995, après la bataille de Vozuka, il regarde son propre camp exécuter environ 50 prisonniers capturés. Des passages à tabac, des mutilations rituelles, des hommes qui s'étaient rendus. Il enterre le doute comme les jeunes hommes enterrent tout ce qu'ils ne savent pas affronter, sous la conviction. Près de la fin de la guerre, un grand Pakistanais l'approche. Regard calme, voix lente. L'homme ne donne pas son nom complet. Il dit qu'il reste davantage à faire, et que ce n'est pas ici. Cet homme est Khalid Sheikh Mohammed, l'architecte de chaque complot que vous connaissez et de 3 autres dont vous n'avez jamais entendu parler. KSM ne recrute pas avec des promesses. Il recrute avec des invitations. Ali accepte. Août 1996. Il arrive en Afghanistan. Il s'entraîne au camp de Khalden, armes, explosifs, techniques de terrain. Mais ce qui attire l'attention, ce n'est pas son tir, c'est sa récitation. Il est hafiz. Il y en a peu dans les camps. En quelques mois, les figures dirigeantes demandent qui est ce jeune Saoudien. En 1997, la convocation arrive. Non pour combattre, pour prêter serment. On le conduit dans un complexe à l'extérieur de Kandahar. On lui dit d'attendre. Il s'assoit sur un tapis usé pendant 1 heure. Il prie pendant l'attente. La porte s'ouvre. L'homme qui entre est plus grand qu'Ali ne l'imaginait, plus doux dans sa manière de parler. Aucun théâtre, seulement une présence qui courbe la pièce vers elle-même, comme la gravité courbe la lumière. Oussama Ben Laden s'assied en face de lui. Ali récite la béa, le serment personnel d'allégeance. Sa voix ne tremble pas. Il jure sa vie, sa mort, son obéissance. Il les jure à l'homme assis en face de lui, à la cause, à la guerre qu'il croit lui avoir été promise le jour où sa mère est morte. Imaginez-le à cet instant, un hafiz de 19 ans, les 2 mains posées sur ses genoux, un registre de deuil et de conviction équilibré dans sa poitrine. Il croit à chaque mot qu'il prononce. C'est cela qu'il ne faut jamais oublier. C'est la version la plus dangereuse de lui-même qu'il connaîtra jamais. Parce qu'il ne ment pas. Il s'agenouille comme le croyant le plus engagé de la pièce. Il se relève lié par un serment qu'il devra briser, moins de 3 ans plus tard, afin de sauver des vies. Il ne le sait pas encore. Ben Laden ne le sait pas. KSM ne le sait pas. La seule chose dans cette pièce qui le sait, c'est que la foi du garçon est plus patiente que les hommes auxquels il la donne. Elle attendra. Elle observera les hommes qui ont reçu son serment. Et lorsqu'elle verra ce qu'il s'apprête à faire avec lui, elle se dressera contre eux. Que devient un homme dont la foi dépasse les hommes auxquels il l'a juré? Et comment trahit-on son prophète sans trahir son Dieu? Kandahar. Ali n'est plus une recrue. Il est devenu enseignant. Il dirige l'instruction religieuse des nouveaux arrivants. Il travaille dans les coulisses des réseaux de financement du djihad, œuvre caritative de façade.
Argent traversant discrètement les frontières dans ce que les dirigeants appellent des « opérations logistiques ». Il participe à des discussions théologiques du cercle intérieur où des savants débattent des civils qu'il est permis de tuer. Et selon quelle lecture de quel texte médiéval. Il est doué, trop doué. En 1998, il devient l'une des plus jeunes autorités religieuses d'Al-Qaïda. Des hommes 2 fois plus âgés que lui s'inclinent devant sa récitation. Puis il commence à voir ce qu'il ne devrait pas voir. Il rencontre les hommes travaillant sur des recherches d'armes chimiques. Il entend les dirigeants parler d'échelle. Plus seulement des attentats contre des ambassades. Quelque chose de plus vaste. Quelque chose qui ne blesserait pas seulement l'Occident, mais brûlerait des populations entières. Il enregistre cela mentalement, et continue d'avancer. 7 août 1998, 10h30. Heure d'Afrique de l'Est. 2 camions piégés explosent simultanément devant les ambassades américaines de Nairobi et Dar es Salaam. 224 morts. Plus de 4500 blessés. La plupart des morts sont des Africains de l'Est. Beaucoup sont des musulmans allant travailler. Ali est loin des explosions. Pourtant, l'explosion le rattrape. Il va voir un savant senior d'Al-Qaïda, Abdullah al-Muhajir, et pose la seule question qui compte. Quelle est la justification religieuse pour tuer des musulmans innocents? Al-Muhajir reste calme. Il cite une fatwa du XIIIe siècle d'Ibn Taymiyyah, écrite durant les invasions mongoles du monde islamique. Il récite le principe central de mémoire. Quand une armée ennemie avance contre une ville musulmane et utilise des prisonniers musulmans comme boucliers humains au premier rang, les défenseurs peuvent-ils quand même combattre? Ibn Taymiyyah répondait oui. Si la ville tombe, toute la communauté musulmane est détruite. Les boucliers humains sont une tragédie, mais l'alternative est pire. On peut tirer à travers son propre peuple pour sauver son peuple. La plupart des recrues auraient acquiescé. La logique paraît propre. Le savant est calme. La citation est authentique. Mais Ali est Hafiz. Il retourne lire la fatwa lui-même. Une fois. Puis encore une fois. La fatwa comporte 3 conditions. Elle exige une guerre défensive. Elle exige une armée en progression. Elle exige que les civils musulmans soient utilisés comme boucliers humains au sens littéral. Entre vous et votre destruction, à cet instant précis, dans cette ville, sans aucune autre alternative. Nairobi n'était pas une ville assiégée. Aucun musulman kényan n'était placé devant une armée en marche. Aucun Tanzanien n'était utilisé comme bouclier humain entre Al-Qaïda et son annihilation. Les morts étaient des employés de bureau et des vendeurs de marché qui avaient simplement traversé devant un drapeau américain un mardi matin. Ibn Taymiyyah décrivait un mur avec votre propre peuple écrasé contre lui et les Mongols de l'autre côté. Al-Qaïda a pris ce mur, retiré les Mongols, retiré le siège, déplacé le lieu de 6000 km, puis a prétendu que ce qui restait était la même fatwa. Ce n'était pas la même fatwa. Ce n'était même pas proche. Les hommes auxquels il avait juré sa vie ne se trompaient pas seulement sur la stratégie. Ils se trompaient sur l'islam lui-même. Ils utilisaient sa religion comme un faussaire utilise le papier, pour l'apparence, pas pour le sens. Et lui, Hafiz, gardien du texte, le garçon qui avait mémorisé chaque mot afin que personne ne puisse les déformer, avait servi de sceau de légitimité. Chaque recrue qu'il avait formé, chaque discussion théologique à laquelle il avait participé, chaque fois que sa présence dans une pièce signifiait « un véritable savant est ici », et il ne s'oppose pas. La rupture est intérieure. Elle est aussi définitive. Il ne peut pas désapprendre la fatwa. Mais il ne peut pas partir. Al-Qaïda n'a pas de politique de démission. Les hommes qui tentent de partir deviennent des hommes enterrés dans le désert. Alors il prépare un plan. Il simule une maladie chronique, un problème rénal nécessitant un traitement spécialisé. Il organise un voyage vers le Qatar. Son intention est simple, disparaître à Doha, trouver un travail, rester discret et passer le reste de sa vie à demander pardon à Dieu en privé. Fin 1998. Il atterrit à l'aéroport international de Doha. Il passe les contrôles. Il récupère son sac. 3 hommes en civil l'attendent au bord du trottoir. L'un d'eux l'appelle par son vrai nom, Ali Al-Durani. Pas son identité de couverture, son véritable nom. Ce sont des agents du renseignement qatari. Calmement, ils lui disent « Nous savons qui vous êtes. Nous savons avec qui vous avez vécu. Nous savons ce que vous avez vu. Nous vous donnons 30 minutes. 3 options, les services américains, britanniques ou français. Choisissez. » Il ne parle pas français. Il ne fait pas confiance aux Américains. Il choisit les Britanniques. En 30 minutes, il échange un serment contre un autre. Il ne réalise pas encore que ce nouveau serment lui imposera de garder l'ancien vivant, de prétendre que la rupture n'a jamais eu lieu pendant les 8 années suivantes. Comment retourne-t-on dans la pièce qu'on a fui? Et quel est le prix, en années, de faire semblant de croire encore? 16 décembre 1998. Aéroport d'Heathrow, Londres. Un jeune homme descend d'un vol en provenance de Doha. Il porte un manteau inadapté au climat qu'il vient de quitter. Son passeport est authentique. Sa destination ne l'est pas. Le MI6 le récupère, non pas menotté.
mais dans une berline silencieuse qui quitte le terminal vers l'ouest et disparaît dans les banlieues. On l'installe dans une maison sécurisée. On lui donne un nom de code, Laurence, comme Laurence d'Arabie. Pendant 7 mois, il parle. Il livre aux missiles intérieurs d'Al-Qaïda comme un cartographe remet une carte achevée. Canaux de financement. Hiérarchie des camps. Réseau de direction religieuse. Filière de recrutement. Nom. Route. Compte bancaire à Karachi. Fausses associations caritatives dans le Golfe. Pour la première fois, les services occidentaux obtiennent une image complète de ce qu'ils affrontent. Laurence avait déjà gagné sa retraite avant même la fin de son débriefing. Puis ses officiers traitants lui demandèrent de retourner là-bas. Il n'avait jamais prévu cela. Il avait imaginé l'asile, l'anonymat, un petit appartement dans un pays froid, un emploi dans une boucherie halal, et le reste de sa vie laissé entre les mains de Dieu. À la place, le MI6 voulait qu'il retourne à Kandahar. Il réfléchit. Il demande un jour. On lui accorde un jour. Il prie. Il pense aux hommes qu'il a vus en 1998, les scientifiques des armes chimiques, les stratèges, les planificateurs murmurant à propos de quelque chose de plus grand que les attentats contre des ambassades. Il pense à une autre question. Qui d'autre, dans tout l'Occident, est capable de retourner dans cette pièce? Personne. Pas une seule personne. Il dit oui. En 1999, il retourne en Afghanistan. Il reprend sa vie. Il reprend son enseignement. Il reprend les prières et les sourires. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. Les 7 mois passés à Londres disparaissent comme le sable efface une empreinte dans le désert. C'est cela que le public doit accepter, il revient. Et il l'accueille. Le hafiz est revenu. Le professeur est revenu. Le frère est revenu. Mais il n'est plus l'homme qui était parti. Il est devenu quelque chose de plus étrange. Un homme portant son ancien moi comme un uniforme. Il s'enfonce plus profondément encore. Il travaille dans le programme de développement d'armes chimiques d'Al-Qaïda, premier système de dispersion de gaz toxiques. Prototype. Problème d'ingénierie. Le matin, il enseigne la religion. L'après-midi, il conseille sur les armes. Chaque nuit, il classe mentalement ce qu'il voit comme d'autres hommes classent leurs prières. Pour Al-Qaïda, il est un artificier de confiance du cercle intérieur. Pour le MI6, il est l'actif occidental le plus précieux infiltré dans le réseau de Ben Laden. Il est simultanément les deux. À chaque seconde, il est indistinguable de son propre ennemi. De 1999 à 2000, puis jusqu'en 2001, Ben Laden devient obsédé par ce qu'il appelle « le spectaculaire ». Laurence le signale sans cesse. L'homme au sommet du réseau parle constamment d'une attaque contre l'Amérique dépassant tout ce qui a existé auparavant. Laurence ne connaît ni la date, ni la cible, ni la méthode. Mais il connaît l'intention. Il avertit. Les avertissements sont classés. Sans détails précis, personne ne peut agir. 11 septembre 2001. Laurence se trouve quelque part à l'intérieur du réseau. Le lieu exact reste encore aujourd'hui protégé. Le premier avion frappe la tour nord à 8h46, heure de New York. Le second frappe la tour sud 17 minutes plus tard. Autour de lui, les hommes commencent à célébrer. Lui aussi doit célébrer. Il doit applaudir. Il doit rire. Il doit enlacer les hommes qui viennent de tuer 3000 personnes. Si son visage vacille une seule seconde, si une larme est mal interprétée par un seul regard, il sera mort avant le coucher du soleil. Alors il acclame. Il sourit. Il prononce les mots qu'on prononce quand on est un « frère » dans cette pièce. À l'intérieur, quelque chose meurt lentement. Il ne sait pas encore comment cela s'appelle. Comment pleurter 3000 inconnus tout en prétendant célébrer leur mort? Et quelle partie de soi doit-on assassiner pour survivre à une seule matinée? 12 septembre 2001. Le monde se réorganise. Les États-Unis envahissent l'Afghanistan quelques semaines plus tard. Al-Qaïda se disperse. Les camps se vident. Les commandants supérieurs disparaissent dans les cols montagneux et les planques pakistanaises. La plupart des autres sources du MI6 cessent d'émettre, effrayés, tués ou devenus inaccessibles. La valeur de Laurence triple du jour au lendemain. Il est l'un des rares agents occidentaux encore infiltrés dans le réseau en dispersion. Il se déplace avec lui. Il garde un visage calme. On l'intègre à un projet que les dirigeants appellent Mubtakar al-Firdo, l'invention unique. L'appareil ressemble à un pot de peinture. À l'intérieur, 2 récipients. L'un contient du cyanure de sodium. L'autre une source d'hydrogène. Un petit détonateur à distance brise la séparation entre les deux. Les produits chimiques se mélangent. Ils produisent du cyanure d'hydrogène, la même famille chimique utilisée dans les chambres à gaz nazis. Déclenché dans un espace fermé, le gaz tue tous ceux qui s'y trouvent. Laurence aide. Il aide à perfectionner le dispositif. Il est dans la pièce lorsque l'ingénierie finale est validée. Il copie les plans sur des disquettes. Lors d'un de ses voyages entre les zones frontalières afghano-pakistanaises et le Royaume-Uni, il transporte ces disquettes avec lui. Il les remet au MI6, qui les transmet à la CIA. La CIA construit un prototype fonctionnel. Début 2003, ce prototype est transporté jusque dans le bureau ovale.
Le président George W. Bush le prend dans ses mains. Il le tient un long moment. Selon plusieurs témoignages, il murmure « Cette chose est un cauchemar ». Et c'en est un. Mais les cauchemars ne sont plus hypothétiques. Printemps 2003. Lawrence apprend qu'Al-Qaïda a installé une cellule opérationnelle à l'intérieur des États-Unis. Il possède plusieurs dispositifs Mubtakar. Ils ont étudié la station de métro Herald Square, sur la 34e rue à New York. Heure de pointe. Plusieurs dispositifs. Wagons fermés. Des milliers de morts projetés. Le compte à rebours est de 45 jours. Il transmet immédiatement l'information. La chaîne du renseignement s'embrase sur 2 continents. Puis, pour des raisons encore débattues par les historiens du renseignement, Ayman al-Zawahiri, l'adjoint de Ben Laden, annule personnellement l'attaque. Il envoie un ordre de rappel par les canaux internes d'Al-Qaïda. La cellule se retire. Les dispositifs se taisent. Les trains continuent de circuler. Lawrence vient d'aider à empêcher une attaque chimique de masse à New York. Pas une seule personne dans sa vie quotidienne ne le sait. Aucun des hommes avec qui il mange. Aucun de ceux avec qui il prie. Aucun des frères qui lui passent le pain à table. Il a sauvé des milliers d'inconnus sans pouvoir recevoir le moindre merci. Les années s'accumulent. Il travaille à Bahreïn. Il alterne entre les débriefings à Londres et les réunions d'Al-Qaïda comme d'autres hommes font la navette pour leur travail. Un jour, il s'effondre à cause d'un diabète non diagnostiqué. Il cache le diagnostic aux 2 camps. La maladie attire les questions. Et les questions attirent le soupçon. À l'intérieur du réseau, la méfiance grandit. Des plans échouent. Des cellules sont interceptées. Les dirigeants sentent une fuite quelque part dans le programme qui l'a touché. Ils n'ont pas de nom. Seulement une température. Et cette température monte. Un après-midi, 3 de ses camarades commencent à poser des questions précises. Date de voyage. Chronologie. Journée qu'il ne peut pas expliquer entièrement. Des heures qui ne coïncident pas. Le genre de questions qui, poussées un peu plus loin, le démasqueraient. Il s'en sort en parlant. La seule manière possible. La théologie. Il récite mieux qu'eux. Il cite davantage qu'eux. Pendant 30 minutes terrifiantes, il devient plus pieux que tous les hommes présents dans la pièce. Il répond aux interrogations sur ses déplacements avec des versets qu'eux-mêmes n'ont pas mémorisés. Ils abandonnent. Il retourne dans sa chambre. Il s'assoit sur le bord du lit. Il sent son pouls battre dans son cou. Et il comprend enfin quelque chose qu'il refusait de nommer depuis des années. Il est à une seule mauvaise phrase d'être décapité devant une caméra. Il l'est depuis des années. Cela fait si longtemps qu'il vit près de sa propre mort qu'elle n'est plus une présence dans la pièce. Elle est devenue le sol. On peut vivre sur ce sol. Mais pas éternellement. Combien de temps un homme peut-il garder son visage immobile avant que ce visage cesse d'en être un? Et après des années à prétendre être l'ennemi, que reste-t-il de l'homme du départ? Juin 2006, Paris. Lawrence s'accorde enfin des vacances. La pression monte depuis 2 ans. Il s'offre 4 jours dans une ville où personne ne le cherche. Le 2e jour, le message arrive. Frère, cache-toi, il y a un espion parmi nous. Le lien mène à un extrait publié par le magazine Time du nouveau livre de Ron Suskind, The One Perce Doctrine. Il ouvre l'article. Le texte décrit l'attaque déjouée du métro avec une précision stupéfiante. Le Mubtakar. La cellule. Le compte à rebours de 45 jours.